Merci beaucoup et merci pour cette invitation de participer au colloque, Virginie et Cécile. L'hommage public à Apollinaire de Picasso, inauguré le 5 juin 1959, peut paraître surprenant. La sculpture ne représente pas Apollinaire, mais une tête de femme inspirée des traits de Dora Maar, sculptée déjà en 1941 et rattachée rétrospectivement à la commémoration d'Apollinaire. Dans son discours inaugural, Jean Cocteau propose, je cite, « C'est sans doute une de nos tendres et terribles neuf muses que figure son bronze commémoratif. » Un rapprochement tout à fait légitime, puisque des artistes modernes comme Rodin et Mayol avaient renouvelé l'art de la commémoration en remplaçant justement, au début du XXe siècle, le portrait du défunt par une figure féminine. Ainsi la muse que propose Rodin pour son monument à Whistler, qui n'a jamais été réalisé, et le monument de Mayol à Cézanne, refusé par la ville natale de ce dernier, Aix-en-Provence, en 1912. 2 décennies avant de choisir la tête de Dora Maar comme un hommage public moderne à Apollinaire, Picasso avait proposé plusieurs projets pour le tombeau d'Apollinaire qui ont tous été successivement rejetés et qui révolutionnent alors la conception de ce qu'un monument commémoratif peut être. Ces projets sont assez hétérogènes au niveau de la matière et de la figuration, mais ils ont tous en commun d'utiliser le vide comme partie constitutive de l'œuvre. Or, ouvrir la sculpture veut dire rendre son apparence plus fragile, ce qui est à l'exact contraire de l'illusion de pérennité au cœur du monument traditionnel. Et nous pouvons constater que même les sculpteurs les plus avant-gardistes du début du XXe siècle demeurent traditionnels dans cette idée de créer des images compactes qui, sur un niveau formel, transcrivent cette aspiration à l'éternité. Ainsi, nous pouvons comparer les métamorphoses en ronde-bosse de Picasso avec le baiser de Brancusi. D'un côté, nous avons le monolithe de Brancusi qui inscrit très fermement la représentation à l'intérieur d'un bloc de pierre. Et de l'autre côté, la reformulation érotique du sujet du baiser par Picasso en forme ouverte, biomorphique, qui joue de cette alternance entre le plein et le vide. Nous pouvons effectuer une observation similaire en comparant la femme au jardin, un assemblage issu de matières et de techniques industrielles, du jamais vu dans le domaine de la sculpture funéraire, avec le tombeau d'Oscar Wilde, une autre réalisation avant-gardiste emblématique de l'art funéraire parisien et présentant également un être hybride. Là où la flamme feu ange de Picasso associe des objets très hétérogènes et apparaît de manière légère et fragile, l'ange démon d'Epstein est taillé dans un seul bloc de pierre de 20 tonnes. Epstein semble transcrire l'idée d'un mouvement éternel, suspendu dans le temps ou même hors du temps, tandis que, chez Picasso, la figure semble se situer dans un temps réel où le vent fait bouger les fleurs et les cheveux de la figure féminine, entourée de lignes ondulantes et reposant sur de frêles tiges de fer qui soulignent sa fragilité. Et tandis que la sculpture d'Epstein peut tout à fait être rattachée à l'image du poète maudit et donc au personnage d'Oscar Wilde, le message commémoratif de Picasso pour Apollinaire demeure énigmatique. L'aspect révolutionnaire de cette proposition devient d'autant plus évident lorsqu'on la met en relation avec des monuments commémoratifs réalisés ultérieurement par des artistes, chez lesquels on retrouve l'idée de l'assemblage, des techniques industrielles et du ready-made, mais pas l'idée de l'ambiguïté et du vide. Ainsi, le monument de César, pour Picasso, ressemble plutôt à une ronde bosse qu'à un assemblage et reformule un sujet traditionnel de la commémoration, la sculpture équestre, en reprenant des formes qui se lient à Picasso, tel son visage sur la visière et le sujet mythologique. Voici 2 monuments au message commémoratif très clair. Dans le cadre du monument Espoir de paix d'Armand, le vide entre les chars, les véhicules militaires et les canons est comblé par 5000 tonnes de béton dans le but de délivrer un espoir de paix. Et Christo et Jeanne-Claude bloquent l'espace vide de la rue Visconti en 1962 à Paris avec 240 barils de pétrole en forme d'un mur qui devient un monument éphémère contre la séparation du monde par le rideau de fer.
L'hommage à New York de Tinguely entre le plus en résonance avec l'œuvre de Picasso, même s'il n'est pas figuratif. Comme Picasso avant lui, Tinguely construit son hommage avec des objets de récupération et fait entrer le vide dans la conception monumentale. Il va même encore plus loin dans cette conception du vide, puisque son monument s'anime pendant 30 minutes et s'autodétruit avant de voir ses parties dispersées. À la pérennité des monuments traditionnels, Tinguely oppose une existence éphémère. Chez Picasso, les projets pour le monument à Apollinaire ne sont pas éphémères, mais il a également recherché à associer le monument à l'idée du mouvement, ce qui apparaît évident avec les maquettes en fil de fer qu'il propose juste avant La femme au jardin et qui constituent ses propositions commémoratives les plus radicales. Picasso avait proposé les deux maquettes au comité en 1928, donc selon la formule de Kahnweiler, dessin dans l'espace. Ces sculptures transparentes invitent radicalement l'espace à prendre une place constitutive au sein d'une proposition commémorative résolument antimatérialiste. L'effet de transparence participe à brouiller la figuration. Ainsi, il n'est pas facile à reconnaître la figure au sein de ce réseau de lignes, d'autant plus que les fils de fer en 3 dimensions n'ont pas été choisis pour mettre en valeur la distinction entre la figure et son espace. Les fils les plus épais décrivent ainsi à la fois la figure et son environnement. Même si les maquettes de Reg Butler, réalisées dans le cadre d'un concours à l'Institut d'art contemporain de Londres sur le thème du prisonnier politique inconnu, semblent faire écho aux maquettes de Picasso, sa conception est moins dynamique puisque la figure du prisonnier, qui apparaît comme une petite figurine posée sur une estrade, se distingue formellement de l'environnement abstrait qui l'enferme. Chez Picasso, la figure fusionne avec son environnement et demande un effort intellectuel de la part du spectateur pour la saisir. Le déplacement des lignes et des perspectives désoriente la perception et la figure apparaît et disparaît selon le point de vue du spectateur. Ainsi, le réseau labyrinthique de lignes et de formes géométriques induit cette impression de mouvement continuel au sein de la proposition monumentale, comme le remarque déjà Servos en 1938. Nous pouvons rapprocher les maquettes mouvementées de Picasso qui élèvent la figuration dans un univers architectural de la maquette du monument à la 3e internationale de Tatlin qui était exposée à Paris en 1925 lors de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Le monument de Tatlin aurait été résolument dynamique, au sens symbolique par l'évocation de la montée de la spirale vers le haut, et au sens littéral par la rotation des 4 niveaux géométriques situés à l'intérieur de la spirale que Tatlin imaginait pivoter avec des vitesses différentes. L'idée du monument dynamique a trouvé de nombreux adeptes dans l'art contemporain qui ont conçu des monuments temporaires, ainsi toute la série des monuments de Dan Flavin dédiés à Tatlin et qui peuvent s'allumer et s'éteindre, ou encore plus proche de Picasso, cette intervention de Daniel Buren à Rotterdam, qu'il a nommé la sculpture contre le sculpture ou le touroscope, un échafaudage muni de son outil visuel rayé caractéristique installé autour d'un monument commémoratif existant et qui se manifeste sous la forme d'un obélisque couronné d'une sculpture figurative. L'échafaudage dissimule partiellement le monument, mais permet également au spectateur de se rapprocher au plus près de la sculpture à son sommet. Le principe de la disparition et de l'apparition du corps est ici mis en mouvement par le déplacement du spectateur sur l'échafaudage. Enfin, voiler et dévoiler la figure commémorative, la dissimuler et la faire réapparaître est également une partie constitutive de la proposition de Christo et de Jeanne-Claude quand ils dissimulent pendant une semaine le monument à Léonard de Vinci sous une étoffe blanche. Une corde rouge enserre fermement l'ensemble et suggère à la fois le vide et la masse sculpturale sous-jacente. Là où Christo et Jeanne-Claude enferment la sculpture commémorative de manière temporaire, la libérant de son enfermement une semaine plus tard, les maquettes en fil de fer de Picasso jouent de l'alternance continue entre l'apparition et la disparition. Nous voyons ici l'agrandissement en acier peint en rouge réalisé en 1962 par Picasso et qui, selon Peter Reed, prend les dimensions parfaites pour couvrir un tombeau et qui présente
comme tous les autres maquettes, je cite Peter Reed, des êtres humains enfermés dans un espace ou brisant les limites que celui-ci leur impose. Quelle est la nature de cet espace ? Picasso avait l'idée de couvrir ses maquettes transparentes de plaques métalliques, ce qui aurait radicalement changé l'apparence de l'œuvre en lui donnant davantage l'aspect d'un tombeau à l'intérieur duquel la figure aurait été enfermée. Picasso se serait alors davantage rapproché de la sculpture en rien, en vide, du fantôme que l'oiseau du Benin sculpte sous terre pour crôner un mental dans le poète assassiné d'Apollinaire et qui demeure invisible au spectateur. Claes Oldenburg, très sensible au travail de Picasso, a proposé des monuments ultérieurement dans le même esprit. Ainsi, à droite, celui dédié à l'architecte Louis Sullivan, jamais réalisé, mais où l'on aurait pu entrer dans un vaste tombeau dans lequel une sculpture monumentale allongée aurait représenté le défunt. Dans le même esprit, la première intervention de l'artiste dans l'espace public, au Central Park de New York, et qui consistait à faire creuser un trou dans le sol par des fossoyeurs professionnels aux dimensions d'une tombe, puis le combler après une pause déjeuner. Cette performance aurait servi, selon les termes de l'artiste, d'antimonument de guerre parfait. Si le goût pour le monument funéraire a tout à fait disparu dans l'art contemporain, la commémoration reste bien vivante sous des formes nouvelles. Ainsi, ce que James Young a si efficacement nommé le contre-monument et qui place notamment l'idée de l'absence au cœur de la commémoration. Horst Hoheisel, par exemple, enterre une reproduction d'une fontaine détruite par les nazis, que nous voyons ici à gauche, dans le sol. Comment se souvenir d'une absence ? Dans ce cas précis, en la reproduisant, a commenté James Young. Nous pouvons observer que le vide a pris une place importante dans la commémoration autour des victimes de la Shoah notamment, mais il a aussi joué une place dans le cadre de commémorations individuelles, comme le célèbre monument de Jan Debets pour Arago à Paris. L'absence de la représentation devient ici un atout pour une nouvelle commémoration qui fait davantage appel à l'imagination. Le monument de Rachel Whiteread, une reproduction en résine transparente du 4e piédestal de la square de Trafalgar, a été comparé au cercueil de Lénine. Il semble matérialiser le vide au-dessus de son socle imposant, dont il reprend la forme, et manifeste l'absence du sujet de commémoration, l'absence d'un corps et d'une sculpture qui auraient dû être exposés à cet emplacement précis et pour lequel ce socle a été construit au départ. Dans toutes les propositions de Picasso pour le monument à Apollinaire, il n'est jamais question de nier la commémoration. Mais Picasso ne propose pas non plus de sculpture avec des messages commémoratifs évidents. Tous ces projets demeurent hautement énigmatiques, et ce qui le rapproche à la création contemporaine. Les maquettes en fil de fer transgressent le cadre traditionnel du monument sur 4 niveaux différents. Par leur matière, l'importance accordée au vide, par la suggestion du mouvement et par l'idée finale de rendre le tout invisible en dissimulant la figure par des plaques de métal. Sur les 4 niveaux, nous pouvons observer des liens et des résonances avec la création contemporaine qui ne travaille quasiment plus dans le domaine de la sculpture funéraire, ni presque dans le domaine de l'hommage public. Comme Picasso, les créateurs contemporains se servent du vide, de nouvelles matières, de l'idée du mouvement et de l'invisibilité pour créer de nouveaux types de monuments dont les sujets de commémoration sont souvent ambigus. Nous pouvons donc placer Picasso à la tête d'un processus d'animation du monument vers quelque chose de plus insaisissable. Avec Picasso, les artistes contemporains semblent avoir en commun l'idée qu'il est plus fort d'incarner une absence plutôt que de combler un vide par l'image trompeuse d'une présence. Merci. Merci beaucoup Bettina Bauer-Fein pour nous avoir si bien exposé ce paradoxe du vide comme monument, de ce rien comme monument conceptuel contre la matérialité du bloc.
On a réentendu également cette idée que nous apprend Zervos, que Picasso voulait entourer sa figure de plaques, et cette dialectique entre vide et plein, entre contenant et contenu, se serait sans doute posée différemment si ces figures en fil de fer avaient été effectivement cachées par des plaques de tôle. Est-ce que le public souhaite réagir? Peut-être Peter? Donc, merci bien pour cette très belle présentation, et cela fait très plaisir de voir Trafalgar Square à la fin, et ce monument extrêmement émouvant et polysémique de Rachel Whiteread. J'ai apprécié ce que vous avez dit à la fin aussi sur l'absence. En fait, c'est une façon d'exprimer ce sentiment chez Picasso d'absence, d'avoir perdu quelqu'un d'irremplaçable. À vrai dire, vous avez mentionné un moment un monument à l'Holocauste et l'importance du vide pour exprimer l'Holocauste et ce qui manque après l'Holocauste. Et je pense que dans les monuments apollinaires, le vide, c'est un peu différent de cela. Je ne pense pas qu'il y ait ce sentiment d'horreur. Et en vous écoutant, j'ai pensé à ce que disait Werner Spies au début du colloque. Et je me suis dit qu'en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'il parlait de néant. Il mettait la sculpture en rien en rapport avec le néant. Moi, je pense que c'est l'absence, mais c'est aussi un peu comme le tombeau vide du Christ. Et c'est le tombeau vide du Christ qui permet le rayonnement et la vie du christianisme. Et Apollinaire avait écrit dans Le Poète assassiné que c'est un monument en rien, comme la poésie, comme la gloire. Et donc par le vide, je pérore, ce n'est pas une question, je m'excuse, mais je pense que ce vide exprime la continuité d'Apollinaire et la vitalité d'Apollinaire de façon immatérielle, comme sa voix qui continue de parler à travers son œuvre, qui rayonne internationalement, comme la réputation de Chronia Montal à la fin du Poète assassiné. Et donc, le vide exprime une présence partout et à travers le temps. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous que l'idée du vide chez Picasso n'est pas une horreur et on ne peut pas le rattacher à l'Holocauste, à tous ces monuments qui expriment pourtant si bien cette idée du vide. C'est pour ça que j'ai montré qu'un seul exemple, parce que cet exemple-là, il est quand même très pertinent, puisque la fontaine, la reproduction, elle est creuse et elle est retournée vers le bas, dans le sol, elle est enterrée. Et donc, du coup, c'est formellement un peu le même procédé que celui de l'oiseau du Bénin dans Le Poète assassiné. Chez Picasso, je crois aussi que ce sont quand on voit La femme au jardin et même les maquettes en fil de fer, ce sont des propositions beaucoup plus ludiques. Il y a même de l'humour dedans, il y a l'amour dedans, et qui exprime aussi, bien sûr, le manque, mais d'une façon tout à fait différente. Ce n'est pas vraiment comparable, je suis tout à fait d'accord.